Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous allons passer 1 heure ensemble de 18h à 19h en compagnie de maître Antoine Hurel, notaire à Paris. Bonsoir maître Hurel. Bonsoir Patrick. Alors vous verrez, il a réponse à tout, à presque tout et surtout dès lors que l'on parle de transmission de patrimoine, donc de donation, de succession, mais aussi d'assurance vie, d'immobilier. Alors, vous posez vos questions en direct et Maître Hurel y répond. Je sers de médiateur pour les lui poser. Alors, ça, c'est le privilège des journalistes. Je vais, Antoine, vous poser la première question. Vous êtes le président de la Fondation des notaires du Grand Paris. Alors, c'est quoi cette fondation? Quel est son rôle? Et plus généralement, à quoi ça sert une fondation? Est-ce que c'est simplement là pour enrichir les riches? Merci de commencer par ça. Bonsoir à tous. Effectivement, quand on parle de transmission, on peut faire un lien avec cette fondation des notaires du Grand Paris. L'ensemble des notaires en fait d'Île-de-France se sont posé la question il y a 2 ans en disant est-ce qu'on peut aussi nous faire quelque chose à notre échelle? Et étant des acteurs au cœur de la cité, au cœur des familles, on s'est dit que c'était bien aussi qu'on ait un geste de générosité envers les plus démunis. Et donc, on a créé cette fondation qui s'appelle la Fondation des notaires du Grand Paris, sous égide de la Fondation de France, pour qu'il y ait cette légitimité reconnue. Et en fait, on essaie de capter des fonds à la fois des notaires principalement, et puis de leurs clients s'ils le souhaitent. On agit sur des causes qu'on a choisies cette année comme le décrochage scolaire, les luttes contre l'accès à la culture et puis les étudiants qui ont du mal parfois à financer leurs études. Donc voilà, c'est des actions très concrètes que l'on mène et qu'on a déjà soutenues. Et on lance d'ailleurs une opération dans toutes les études d'Île-de-France. Donc c'est une grosse opération qui s'appelle Un acte, 1 euro. Le principe est simple, c'est que on va demander au notaire à chaque fois qu'il y a un acte qui est signé de donner 1 euro. Et on faisait le calcul ensemble tout à l'heure avec un responsable de la Chambre. Je crois qu'il y a à peu près 800 000 actes en Île-de-France. Donc, ça peut faire un petit peu de sous et toujours, évidemment, au bénéfice des plus démunis. Et je pense que le notaire, voilà, c'est son rôle aussi de se poser des questions que tout le monde peut se poser sur comment est-ce qu'on peut, nous, à notre petit échelon, lutter contre les inégalités. Voilà, donc les fondations, ça peut paraître un peu loin. Alors, on peut se dire, c'est les fondations, c'est pour les très riches. Mais non, en fait, on peut très bien faire une fondation pour quelqu'un qui a un patrimoine assez peu important. Parce que vous savez qu'à titre d'exemple, Patrick, si vous avez un patrimoine, un voisin qui a un patrimoine d'environ 100 000 euros, une petite maison éventuellement, s'il n'a pas d'enfant, il transmet à ce moment-là directement à des neveux qui peuvent être taxés assez fortement de l'ordre de 55% de droits de succession. En passant par une fondation, en fait, on peut flécher un peu sa générosité. Au lieu que ces 55% aillent directement à l'État, et encore une fois, quand on n'a pas d'enfant, eh bien, on peut orienter vers une fondation, une cause qu'on a choisie et que de son vivant, on a choisi. Et quand on décédera, on sait que la générosité, elle sera orientée vers un thème qui nous est cher. Donc voilà, donc ce thème de la philanthropie, il n'est pas exclu de notre boîte à outils de notaire. Et on essaie de plus en plus de mettre en avant et de sensibiliser nos clients sur cette question de générosité. Voilà. Merci Antoine. On aura l'occasion de reparler justement de la fondation comme outil aussi de transmission de patrimoine. On a bien compris aussi que c'était là pour montrer quelles sont aussi les valeurs que vous défendez et donc toute la possibilité qu'il y a d'être vraiment présent dans la cité et aux côtés de tout le monde sans exclure personne. Alors, si vous en êtes d'accord, les questions arrivent en masse, comme on dit. Donc, la première vient de Marie-Claude qui nous dit, voilà, j'ai acheté une maison en indivision, ma part correspond à 7%. Qu'en est-il en cas de décès de mon compagnon qui, lui, est propriétaire de 93%? Alors, comment ça se passe en cas de décès quand on a acheté en indivision? Alors, en indivision, il y a 2 solutions. Soit cette personne est mariée et en séparation de biens, elle est donc automatiquement en indivision. Soit elle n'est pas du tout mariée, elle est pacsée ou en indivision pure et simple, non pacsée. Si elle est mariée, il faut savoir que quand il y a des enfants, la loi protège le conjoint survivant, puisque les 93% du coup seront affectés s'il y a des enfants
pour partie aux enfants, ce qu'on appelle en nue propriété, et pour l'usufruit au conjoint survivant. Ça, tout dépend de savoir si on est marié, et on peut aussi améliorer ce sort du conjoint survivant en se protégeant au maximum, en faisant une donation entre époux. Il faut aller voir le notaire pour réaliser ça. Si vous n'êtes pas marié, effectivement, là, c'est plus compliqué. Ni marié, ni pacsé, et sans testament, vous n'hériterez pas tout simplement des 93%, ce qui fait que vous vous retrouverez très concrètement avec les enfants de votre compagnon, ce qui peut créer quelques problèmes, d'où la nécessité d'aller voir un notaire pour se protéger. Voilà. Alors, Marie-Claude, vous vous mariez ou vous vous pacsez, en tout cas, allez voir un notaire pour essayer d'améliorer ce chiffrage. Alors, une autre question de Marie-Jo. Elle nous parle d'une mise à jour d'une RCP, donc d'une responsabilité civile professionnelle, pour adaptation à la loi du 23 novembre 2018, proposition en AG, en Assemblée générale, par un syndic d'un audit par avocat. Alors, sa question, en fait, c'est est-ce qu'un notaire peut faire cet audit? C'est une première question. Et ensuite, l'intervention d'un géomètre expert, est-ce que c'est utile? Et si vous pouvez répondre aussi à cette question, quel en est le coût, les délais? Voilà, elle vous dit même merci, Marie-Jo. Elle est gentille. Merci, Marie-Jo. Alors, vous parliez, Patrick, de RCP. Ça n'est pas dans ce cas-là la responsabilité civile professionnelle, mais le règlement de copropriété. Voilà. Le règlement de copropriété, il a deux volets. Il a un volet, ce qu'il appelle un état descriptif de division, en disant, voilà, il y a un immeuble, il y a 30 lots, il y a des caves, il y a des parties communes. Et puis, il y a également le règlement de copropriété à part entière. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser telle partie, comment je paye mes charges, comment elles sont réparties. Il y a une loi effectivement récente qui demande aux copropriétés de se mettre à jour de la nouvelle loi et en gros de dépoussiérer des vieux règlements de copropriété qui ne sont plus en adéquation avec la réalité. Donc le notaire bien sûr est utile puisque le règlement de copropriété il doit être publié dans un bureau qui s'appelle le bureau des hypothèques et qui permet à tout le monde de pouvoir consulter ce document. Donc oui, il est utile. Ce ne sera pas lui qui pourra faire véritablement l'audit de l'immeuble et l'audit, bien sûr, du règlement de copropriété. En général, on peut passer effectivement par un avocat qui peut travailler ce sujet-là. Et puis, il faut savoir aussi que le géomètre est nécessaire quand il y a une modification des grilles de répartition. Si c'est juste un dépoussiérage en disant « oui, il y avait une vieille clause qui disait qu'on n'avait pas le droit de louer ou qu'on n'avait pas le droit de mettre de charbon dans les couloirs parce que c'est une clause de 1945 », le notaire et éventuellement l'avocat peuvent très bien le faire. Il n'y a pas besoin du géomètre. S'il y a des modifications des pourcentages de chacun et des participations de chacun, alors là, oui, il y a besoin d'un géomètre. Merci Antoine. Une question d'Isabelle. Est-il possible, dans le cadre d'une succession, de demander un audit pour vérifier l'exactitude et la sincérité des comptes présentés par le notaire en charge de la dite succession? Alors, j'imagine, Isabelle, que l'ambiance n'est pas au beau fixe. Donc, ça peut arriver qu'effectivement, on ait des doutes quand il y a des enfants d'une première union ou quand il y a un conjoint ou une belle-mère. Et on peut très bien, on a la possibilité de demander au notaire, qui lui-même demandera à ce moment-là à la banque les relevés de compte sur 2-3 ans pour vérifier qu'il n'y a pas eu, en réalité, c'est la question sous-jacente d'Isabelle, de l'argent qui aurait été pioché du patrimoine du défunt pour qu'il soit orienté vers un héritier en particulier ou pour gratifier quelqu'un qui n'est pas un héritier. Donc oui, c'est possible de demander cette vérification auprès de la banque via le notaire. Alors, petit match de boxe. Jeanne nous dit quel est le rôle du notaire en cas de discorde entre les parties lors d'une ouverture de succession entre la conjointe et les enfants d'un premier mariage? Alors, le notaire, il est là pour faire des actes, pour faire en sorte que les actes correspondent à la volonté des parties. Il est là aussi pour donner du conseil et les conseils des familles. Et il est là aussi pour essayer d'apaiser les choses et que chacun se comprenne, s'écoute et qu'on essaie de trouver des solutions. Après, on n'a pas un rôle de conciliateur, on n'est pas avocat, on n'est pas tribunal. Néanmoins, ça rentre dans le rôle du notaire d'écouter les parties, d'écouter éventuellement les problèmes qui se posent et les sujets de conflit. Et ça m'arrive très souvent, effectivement, d'avoir une réunion, 2 réunions, voire 5, 10, s'il le faut. Ça a ses limites, bien sûr, mais ça fait partie, et c'est moi ce que j'aime dans mon métier aussi, c'est de faire en sorte que des contentieux puissent comme ça éviter de se retrouver dans le banc de tribunal. Et très, très souvent, les notaires arrivent à faire en sorte que la chose, que la cocotte minute redescende et qu'on arrive à se parler et à signer des actes de la succession. C'est vrai que les notaires préfèrent la conciliation au contentieux. Hein, oui, c'est vrai. On est là pour la paix des familles.
Tout à fait. Une autre question d'Isabelle, de l'Isabelle précédente. Un notaire, si un notaire dit à l'oral donc que des fonds ont été déposés auprès de la Caisse des dépôts, est-il supposé fournir un document, un numéro de dossier, quelque chose prouvant que cela a été fait? Alors, il y a deux choses. Normalement, dans la quasi-totalité des études de notaire de France, les fonds sont effectivement en dépôt, la plupart du temps à la Caisse des dépôts et consignations. Ce n'est pas une obligation. Certains notaires peuvent avoir une banque chez une banque de détail, mais la plupart du temps, c'est en comptabilité, la Caisse des dépôts et consignations. Donc oui, l'imprimé écran du compte que vous avez chez le notaire, c'est le compte du notaire sur lequel les fonds sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Après, il y a une autre chose, c'est la consignation des fonds. C'est-à-dire, de temps en temps, on a un problème, on sait qu'on a une succession qui pose difficulté. On peut à ce moment-là les séquestrer, les consigner, et à ce moment-là, le compte va être rémunéré dans l'intérêt, évidemment, et du client. Voilà. Mais sinon, c'est des comptes qui viennent. Une vente, ça dure 3 mois, donc on ne consigne pas les fonds, sinon c'est trop compliqué. Mais donc, oui, on peut avoir, bien sûr, l'état des comptes du client, c'est évident, et c'est même une obligation. Très bien. Une question de Sandrine. D'ailleurs, je note qu'il n'y a que des femmes qui posent des questions, donc peut-être… non, mais c'est très bien. C'est juste une remarque. Alors, Sandrine nous dit sous quel mécanisme acheter un bien immobilier sans être marié ni pacsé, avec des enfants d'un côté, en permettant de sécuriser les droits du survivant sans enfant? Alors, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est effectivement des cas classiques que l'on retrouve de familles recomposées. Il y a deux solutions, soit un achat en indivision. Isabelle, j'ai publié, j'ai acheté 93,7%. C'est possible de le faire comme ça, dans ces conditions, en se rapprochant le plus possible de ce que le financement corresponde au titre. En fait, si vraiment vous avez mis 3%, il faut avoir 3%. Si vous avez mis 50%, il faut avoir 50%. Il ne faut pas s'amuser à dire, bah, tiens, je t'aime, tu n'as financé que 5%, mais je vais te mettre 20%. Parce que c'est des nids en embrouille, notamment vis-à-vis des enfants, au moment d'une succession, qui va dire, ah bah oui, mais ça peut être considéré comme une donation indirecte. Voilà, donc, achat en direct, c'est possible. Il faut bien être calé sur le financement. Si j'ai financé en 50, c'est 50. Deuxièmement, il faut se paxer à minima, parce que si vous ne vous paxez pas ou si vous ne vous mariez pas, vous n'héritez pas l'un de l'autre et vous vous retrouvez, comme dans le cas précédent, à être en indivision pure et simple et donc non sécurisé, parce qu'on pourrait vous mettre dehors de l'autre côté ou vous dire, ah, je veux ma part tout de suite parce que mon père est décédé et tu n'as rien à faire là. Autre solution, on peut passer par une société civile immobilière qui va faire un écran entre les personnes et les biens. Et à ce moment-là, cette société va permettre d'être mieux protégée avec des statuts très, très protecteurs pour celui qui reste. Il faut le voir évidemment avec parcimonie et bien analyser ça pour ne pas priver non plus les héritiers de leurs droits. Mais en tout cas, ce sont les deux solutions. Indivision à vérifier avec Pacs ou mariage ou société civile immobilière. Voilà, et si vous voulez monter une société civile immobilière, voyez un notaire plutôt que de faire ça avec des imprimés tout prêts sur Internet qui peuvent vous réserver de très mauvaises surprises dès lors qu'il y a des difficultés, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que c'est ça la richesse de notre travail, c'est aussi d'adapter les clauses de la société civile immobilière qui ont des statuts assez libres à la situation pour éviter justement les problèmes en cas de décès. Mieux sur mesure, pas de prêt-à-porter. Alors, une question de Jeanne. Lors de l'ouverture d'une succession, est-ce que l'épouse est une interlocutrice privilégiée aux enfants héritiers majeurs ou est-ce que tout le monde a le même niveau d'information? Est-ce qu'on dit la même chose à tout le monde? Alors, deux choses, le fond et la forme. Sur la forme, s'il y a un petit contentieux, il est d'usage de dire que c'est le conjoint survivant, donc l'épouse, qui a le choix du notaire. Donc, elle peut, entre guillemets, imposer son notaire. Et s'il y a une difficulté, d'ailleurs, les enfants peuvent très bien prendre un notaire à côté, qui se rappelle à ce moment-là un notaire conseil, qui va venir travailler avec le notaire en charge de la succession toujours dans un esprit de conciliation pour essayer de trouver des solutions. Ensuite, sur le fond, évidemment, on ne tient pas le même discours puisqu'on est obligé de donner les droits de chacun. Les droits, normalement, de celui qui reste, du conjoint, ce sont des droits en usufruit, à minima, qui lui permet de conserver la jouissance
des biens, c'est-à-dire rester chez soi dans son appartement, éventuellement louer l'appartement et en percevoir les loyers. Les enfants, eux, ne sont que normalement nus propriétaires. Vous savez bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ils sont presque sans pouvoir faire grand-chose puisqu'ils sont nus. Et ils attendent le décès du coup de leur mère ou de leur belle-mère. Donc, c'est vrai que leurs droits sont un peu figés. Et voilà, mais on peut évidemment sécuriser leurs droits pour éviter que la mère ou la belle-mère dilapide bien sûr le patrimoine. Et alors, Jeanne poursuit avec une autre question. En quoi consiste la donation au dernier vivant? Ça, c'est une première question. Et là, ça doit être la tontine. Et quelles sont les conséquences pour les enfants héritiers d'une première lignée? Peut-elle vendre les maisons et ou les autres biens sous les deux statuts? On va peut-être diviser. Alors, vous avez parlé. Divisons les deux. La tontine, c'est vraiment quelque chose de très particulier qui s'applique essentiellement sur une résidence principale. Quand on achète à deux, on peut se dire à ce moment-là, on achète tous les deux et on sera censé toujours avoir été propriétaire. Ce qui fait qu'au moment du décès de l'un ou de l'autre, finalement, on squeeze un peu les héritiers comme ça. Mais c'est vraiment à utiliser avec parcimonie dans une limite fiscale qui est très faible. Donc, ce sont des choses qui sont assez rarement utilisées. L'autre cas dont vous parlez, c'est la donation entre époux, qui s'appelle aussi donation au dernier vivant, qui s'appelle aussi testament entre époux. Tout ça, ça veut dire la même chose. Ça veut dire que la loi fixe des règles. Retenons une chose, quand on est marié et quand on a des enfants en commun, c'est l'usufruit pour le conjoint et la nue propriété pour les enfants. Quand on n'a pas d'enfants en commun, quand on a des enfants d'une première union et quand on n'a pas fait de donation entre époux, c'est différent. C'est un quart de propriété pour celui, le conjoint survivant, et le reste pour les enfants. Ce qui veut dire que quand il y a des enfants d'une première union et qu'on n'a pas fait cette donation entre époux, on peut se retrouver directement avec les enfants de la première union, ce qui n'est peut-être pas très agréable. L'avantage de la donation entre époux, elle va donner plus de droits ou différemment. C'est-à-dire que la donation entre époux peut cumuler, je ne rentre pas dans les détails, mais la propriété en dur et l'usufruit. Donc, on peut à la fois cumuler ce quart en propriété plus le reste en usufruit. Deuxièmement, ça permet aussi de dire, non, j'hérite, je suis une belle-mère, j'ai mes beaux-enfants, mon mari vient de décéder. Est-ce que j'ai intérêt à prendre l'usufruit de tout le patrimoine alors que j'ai 95 ans et que j'ai peut-être pas besoin de revenus d'un loyer? Donc, ça permet cette donation entre époux. Au contraire de dire, je vais en prendre moins. Et ça s'appelle un cantonnement, c'est-à-dire le fait de dire, je ne vais pas prendre tout ça, je n'en ai pas besoin. Et puis, il y a une troisième avantage, c'est un plan fiscal. Quand on est à l'impôt sur la fortune immobilière, donc quand on dépasse 1 300 000 €, il y a un arbitrage qui peut se faire et qui est plus facile avec une donation entre époux. Donc, la donation entre époux reste tout à fait d'actualité et il faut aller voir le notaire pour savoir si c'est adapté à votre situation. Et il pourra très bien faire, encore vous parler de coûts humains, Patrick, et c'est très bien. On peut très bien arbitrer quelque chose sur la résidence principale, mais rien sur l'autre, etc. Donc, il faut vraiment faire du sur-mesure pour éviter d'avoir des incompréhensions le moment venu et des formules brutes de décoffrage où on se dit j'aurais fait différemment. Et c'est ça le rôle du notaire. Alors, sans vouloir jouer au sapeur camembert, il faut rappeler, vous le disiez d'ailleurs, que la donation au dernier vivant, c'est la donation entre époux et donc c'est réservé à ceux qui sont mariés. On peut pas. C'est ça, c'est ça. Ça peut. Alors, quand on n'est pas marié, quand on est pacsé, on peut se protéger aussi avec un pax, avec un testament. Donc, c'est pax plus testament. Si je suis juste pacsé sans testament, ça marche pas. Si je suis juste avec un testament non pacsé, ça marche pas aussi parce que c'est 60% de droit de succession. Donc, la formule magique, c'est pax plus testament. Mais encore une fois, il faut aller voir le notaire. Au passage, d'ailleurs, vous pouvez être pacsé chez un notaire. Maintenant, les notaires pax les gens, vous n'êtes plus obligé d'aller dans le tribunal. Mais attention, il y a des limites. Si vous avez des enfants et une compagne, avec des enfants d'une première union, par exemple, vous ne pouvez pas être aussi bien protégé en tant que compagne que par le mariage. Le législateur, à l'époque, n'a pas été au bout du parallélisme entre le mariage et le pax. Donc, il faut dire qu'on est toujours mieux protégé en étant marié que paxé. Voilà. Il faut le savoir. Donc, on peut se paxer chez un notaire. On peut aussi, c'est plus anecdotique, se paxer avec un notaire. Il faut en trouver un disponible, simplement. Alors, Patricia nous dit, suite au décès de mon père, nous sommes 2 enfants. Mon père a hérité de biens agricoles et par ailleurs un patrimoine financier avec ma mère de 2 millions €. Ils n'ont pas fait de contrat de mariage. Quel montant doit-on payer de succession? Ma mère peut-elle faire des donations? Alors, à la louche, parce que je pense qu'il faut une calculette et je ne sais pas. Enfin, alors, je ne retrouve pas la question, mais je ne l'ai peut-être pas. Patricia. Je vous la donne doucement. Suite au décès de mon père, nous sommes 2 enfants.
deux enfants, mon père a hérité de biens agricoles et il a aussi un patrimoine financier avec sa mère de 2 millions d'euros. Pas de contrat de mariage. Qu'est-ce qui se passe au niveau financier pour les successions? Est-ce que la maman peut faire des donations? Alors, d'abord, il faut savoir que quand ils ne sont pas sans contrat de mariage, visiblement, c'est ce que je comprends, ils n'ont pas de contrat de mariage, ils sont mariés automatiquement en communauté. La communauté, ça veut dire que depuis qu'on s'est marié, 1 euro, 2 euros tombent dans une masse commune qui est 50-50 au moment du décès. Donc, les 2 millions d'euros, je comprends qu'ils sont dans cette masse commune qui est la communauté, que accessoirement, le papa avait hérité de biens agricoles. Et ça, ce sont des biens qui ne rentrent pas dans la communauté, qui sont à côté. Pour faire simple, 2 millions d'euros, il faut diviser en deux, ça fait 1 million d'euros. 1 million d'euros, imaginons que la maman ait, je ne sais pas, 75 ans. On va enlever la valeur de l'usufruit, ce qui fait donc, ça fait 1 million, donc moins 30%, ça fait 700 000. 700 000 divisé par 2, 350. Excusez-moi, je le fais de doigt. Moins 100 000 d'abattement, ça fait 250. 250 à 20%, ça fait 50 000. Ça fait environ 100 000 euros de droits de succession pour la partie des 2 millions d'euros, dont la moitié est dans la succession. Ensuite, les biens agricoles se rajoutent à ce calcul. Il faut globalement taxer aussi à peu près à 20%. Mais les biens agricoles ont souvent l'avantage de pouvoir bénéficier, s'ils sont soumis à bail rural à long terme, d'un abattement, c'est-à-dire d'une partie où on n'est pas taxé, d'environ 3/4. Donc, ça, c'est à regarder de près. Mais globalement, voilà, quand on ne dépasse pas ces montants-là, il y aura une taxe d'environ à peu près 20% sur l'ensemble du patrimoine. Mais encore une fois, avec la décode dont je viens de parler. Donc, tout ça, c'est à… Mais retenez sur 2 millions d'euros environ 100 000 euros pour 1 million d'euros, ce qui fait finalement, Patrick, 10% de pression fiscale. Ce qui est important, mais qui n'est peut-être pas confiscatoire. Ça, c'est très politique et philosophique, mais est-ce que finalement cette pression fiscale de l'État de 100 000 sur 1 million d'euros, donc 10%, est acceptable ou pas? Elle dit du coup, si moi je considère que ce n'est pas acceptable, est-ce que ma maman peut me faire une donation? Et oui, à ce moment-là, votre mère peut vous faire une donation parce que son autre partie de son million d'euros à elle, elle peut l'anticiper et faire en sorte que ça coûte moins cher que d'attendre la succession de sa propre mère et donc anticiper ce système d'abattement de 100 000 euros dont on parlait. Eh bien, ça permet, on peut l'anticiper de son vivant. Donc, on peut dire aux enfants, on en reparlera peut-être tout à l'heure, je ne veux pas attendre de ne plus être là et je veux donner mes 100 000 euros de mon vivant avec des systèmes de nue propriété, etc., qui permettent de payer moins cher. Donc oui, donc un, il y a une taxe. Deux, on peut anticiper. Je précise d'ailleurs, Patrick, pour les gens qui ne le savent pas, que les 100 000 euros dans mon exemple qu'il y a à payer au premier décès, l'État et le fisc vous autorisent à les reporter au deuxième décès quand le conjoint est usufruitier. Et l'État vous dit, bah, OK, vous n'êtes que nu propriétaire, je comprends que vous n'avez pas encore la liquidité, donc je vous autorise à ne le payer que plus tard. Donc ça, c'est très peu connu. Et donc, il ne faut pas se paniquer en disant, je vais absolument être obligé de vendre, etc. Non, le fisc a des mesures de tempérament pour vous permettre de prendre votre temps et de payer au deuxième décès. Donc ça, c'est important de le savoir. D'ailleurs, Antoine, c'est peut-être l'occasion, puisque des questions arrivent aussi là-dessus, de revenir sur la donation aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants peut-être, maintenant vient longtemps. Rappeler, parce que c'est un peu confus. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de donations. On a l'impression que c'est un peu… on va faire son marché là-dedans, mais il y a forcément des chiffres à rappeler et des possibilités à rappeler. Voilà, vous avez raison. Deux choses sur le plan civil et sur le plan fiscal. La donation sur le plan civil, c'est un acte important. C'est-à-dire que je donne de mon vivant quelque chose où je m'appauvris. Il y a deux possibilités de donner en réalité. Soit une donation où ça va changer le cours du donataire, de la vie du donataire quand il va sortir de chez le notaire. Je schématise, Patrick, vous êtes mon fils, je vous fais un chèque de 150 000 euros. Ça va vous changer votre quotidien. Si vous êtes dans mon bureau et je vous dis, bah, vous allez payer moins de droits de succession plus tard, vous êtes content, mais ça ne va pas vous changer votre quotidien. Donc, c'est deux façons de donner. C'est soit donner de l'argent tout de suite, ou un bien immobilier, ou une œuvre d'art, ce qu'on peut, ou bien faire en sorte que la transmission coûte moins cher le plus tard possible à l'enfant. Ça, c'est sur le plan civil. Et puis, il faut rappeler qu'il faut de toute façon faire ces donations de façon notariée, parce que si vous le faites sur un bout de papier, sur l'imprimé des impôts, l'écueil, je donne un exemple très simple. Patrick, vous êtes mon fils et vous avez un frère, je vous donne 150 000 euros chacun. Patrick, vous avez joué au loto avec,
et l'autre a acheté un petit studio qui vaut 300 000 euros à mon décès, eh bien vous allez rapporter 150 000 euros à la succession et l'autre va rapporter 300 000 euros, ce qui fait qu'il va se créer une inégalité alors que vous souhaitiez une égalité. Pour éviter ces calculs d'apothicaire, on fait ce qu'on appelle une donation partage en disant vous avez tous les deux reçu la même chose, je ne veux plus en parler. D'accord? Donc ça, c'est très important de le dire. Après, sur le plan fiscal, vous avez effectivement, le gouvernement favorise des transmissions anticipées, c'est d'utiliser des carottes fiscales pour que, en fait, on donne de son vivant. Il faut rappeler qu'on peut donner à ses enfants 100 000 euros par parent et par enfant tous les 15 ans. Donc, je peux donner, si j'ai 2 enfants, 200 000 euros, mon épouse 200 000 euros, ce qui fait 400 000 euros. À cela, il faut rajouter un don dit Sarkozy, du nom de l'ancien ministre de l'économie qui souhaitait fluidifier comme cela les liquidités pour qu'elles servent. On peut donner 31 000 euros en plus de ces 100 000 euros par parent et par enfant. D'accord ? Les grands-parents, on ne le sait pas toujours, peuvent donner aussi 31 000 euros à chacun des petits-enfants, tous les 15 ans. Donc, quand on a beaucoup de petits-enfants, ça peut faire un peu de sous. Donc, ça, c'est voilà les grands principes de donation. Il faut savoir aussi que vous pouvez faire cette donation sur un bien immobilier. Et Patrick, dans l'exemple qu'on donnait, je peux très bien donner 150 000 euros à votre frère et vous pouvez très bien recevoir une propriété en Normandie, j'en sais rien, une petite maison, où vous n'aurez la jouissance des biens que plus tard. Hein, et ça s'appelle de la nue propriété, c'est d'anticiper le fait que vous restez usufruitier. Moi, je reste usufruitier parce que je suis votre père. Vous n'avez pas perdu le fil, Patrick. Et vous n'êtes que le nu propriétaire et vous aurez ça plus tard. Donc, on peut faire des arbitrages, chacun pour recevoir des choses différentes. Allez voir votre notaire, tout ça est complexe, mais le notaire, c'est très bien simplifier ça en général. Merci, mon père, pour toutes ces précisions. Alors, une question de Sophie. Sophie dit, nous sommes dépaxés en décembre 2020. Nous avons un appartement dont je suis propriétaire à 90% et l'autre partenaire à 10%. Nous avons fait 4 estimations, 2 de chaque côté, mais l'autre partenaire décide de donner son propre prix, 15% plus cher. Est-ce que je dois accepter son prix? Comment ça se passe? Alors ça, ce sont les affres de l'indivision, comme on dit, hein, quand ce soit une division entre des héritiers ou des gens qui se sont aimés et qui ne s'aiment plus. Ce sont les conséquences. Tant que vous n'êtes pas d'accord, malheureusement, personne ne peut forcer l'autre. Parce qu'il faut l'unanimité pour sortir de cette indivision. Et donc, il faut, Sophie, vous mettre d'accord avec votre ex pour peut-être faire un arbitrage entre les différentes estimations, faire des moyennes. Mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé d'accepter son prix. Sauf s'il y a d'autres sujets et d'autres arguments pour l'accepter, ou des enfants, des choses comme ça. Mais en tout cas, sur le plan juridique, vous n'avez pas à être forcé à accepter sa propre estimation à lui. Alors, une question de Michel. Désireuse de faire une donation à ma fille, je voudrais lui céder 100 000 euros sur un bien immobilier. J'hésite sur la forme. Alors, ça va être entre une SCI et le démembrement classique. Alors, quelle est la meilleure solution? Est-ce qu'il y a une meilleure solution? Alors, le seul avantage de la SCI, c'est de distinguer la transmission de l'avoir et la conservation du pouvoir, en quelque sorte. Parce que si vous donnez à ce moment-là 100 000 euros ou l'équivalent de 100 000 euros en une propriété qui sera certainement un peu plus supérieure, vous vous retrouvez en indivision quand même pure et simple avec votre fille. Et si vous voulez vendre, vous êtes obligé de lui poser la question. Et si elle vous dit, écoute, maman, t'es gentille, tu m'avais donné il y a 5 ans, mais il n'est pas question de vendre parce que le marché n'est pas bon, parce que moi, j'ai envie de rester dans cet appartement, effectivement, vous ne pouvez pas vendre. Vous pouvez passer donc du coup par une société civile immobilière, apporter le bien à une société civile immobilière et non plus donner le bien en direct, mais donner les parts de la société dans lequel, comme vous le disiez tout à l'heure, Patrick, on fera en sorte que les papiers qu'on va signer, qu'on appelle les statuts de la SCI, soient très bien faits pour que vous conserviez la main en tant que gérante et que vous conserviez en quelque sorte les pouvoirs de décider. Donc, ce sont des choses qui se regardent. Bien sûr, si vous ne donnez que 100 000 euros sur un bien d'1 million d'euros, je schématise, que 10%, créer une société civile immobilière pour ça, je ne sais pas. En revanche, si c'est une maison de campagne qui vaut 100 000 euros, voilà, ça se regarde. Ça se regarde. Oui. Il faut rappeler que qu'une société civile immobilière, c'est une société, que ça a un coût en comptabilité, en finalité, les assemblées, etc. Et que ce n'est pas uniquement une opération comme ça qui se fait sur un coup de tête. Bien sûr. Alors, Christian nous pose une question. Excusez-moi, Patrick. Je vois que dans la
question pardon, de Michel. Elle dit en forme de SCPI. Alors, je pense qu'elle s'est trompée. C'est bien SCI et pas SCPI parce que les SCPI, c'est autre chose. Hein. Ce sont des sociétés civiles de participation immobilière qui sont des sortes de pierre-papier qui sont également très utiles et qui peuvent être une bonne solution d'investissement. Et on peut aussi les transmettre. Donc, si c'est SCPI, c'est une autre chose, mais a priori, je pense que c'était SCI. Hein. SCI, j'avais rectifié moi aussi. Bon, non, mais c'est bien de le dire, effectivement, et c'est deux choses totalement différentes. Alors, Christian nous dit, je suis divorcé avec 2 enfants et 2 petits-enfants, je souhaite acheter un bien et je vis avec quelqu'un sans être ni marié ni pacsé. Que dois-je faire pour mettre cette personne à l'abri en cas de décès ou d'accident de la vie? On en revient un petit peu à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous faites ce nouvel achat avec une personne avec laquelle vous n'êtes ni marié ni pacsé, c'est votre droit, vous avez tout à fait le loisir de le faire, mais le degré de protection du conjoint ou du partenaire dépend des initiatives que vous aurez prises de votre vivant, avec Pacs ou pas Pacs, testament ou pas testament, assurance vie éventuellement pour protéger, payer les droits. Voilà, donc si vous achetez brut de décoffrage 50-50 avec votre chérie et que vous ne faites rien de particulier, vous serez heureux pendant votre vie, mais en cas de décès, ça peut être compliqué pour le conjoint survivant ou le partenaire ou le concubin. Donc, vraiment, quand on fait un achat, c'est pas rien. Quand on fait un achat ensemble et qu'on n'est pas marié, il faut vraiment se poser les bonnes questions et puis prendre les bonnes décisions et faire les actes surtout. Hein. Faire des actes, ça change la vie et c'est pour ça que voilà, j'ai quand même un peu quelques expériences là-dedans et parfois dramatiques où des gens voulaient faire l'acte, ils voulaient faire le testament, ils l'ont pas fait et patatras. Et là, ça peut être une catastrophe, à la fois fiscale d'ailleurs, parce qu'avec des droits de succession qui sont parfois énormes. Alors que si on avait fait un pacte, je penserais toujours à quelqu'un qui a appelé au bureau, c'est terrible, un week-end, il a laissé un message en disant il faut absolument que vous me paxiez et que vous me fassiez mon testament. Et bien, malheureusement, il est décédé le dimanche. Le lundi, j'ai reçu le partenaire et il pleurait, et moi aussi, parce que malheureusement, je ne pouvais rien faire. Donc vraiment, les actes peuvent changer une vie ou un destin de quelqu'un. Oui, n'hésitez pas à aller voir. C'est effectivement toutes ces démarches qu'il ne faut pas remettre au lendemain parce que ça peut coûter très cher. Vous parliez, Antoine, aussi d'assurance vie. Ça peut être… et justement, il y a une question qui revient tout le temps. Alors moi, je l'ai entendu 1000 fois. Hein. L'assurance vie, bon, quand on en a, est-ce que c'est bien est-ce qu'il faut le dire à son notaire quand on a de l'assurance vie ou est-ce qu'il faut lui cacher? Donc, tout de go, comme ça, je vous pose la question aussi. Alors, d'abord, on n'a pas de micro dans nos bureaux en général, donc on n'est pas obligé de divulguer cette information. Non, mais c'est vrai que souvent, les gens se disent « Ah là, l'assurance vie, c'est complètement en dehors de la succession, donc j'en parle pas à mon notaire, je veux pas que ça dans les frais, etc. » Bon. Il y a deux choses. Un, au moment où je vais voir mon notaire et que je lui demande du conseil, et deux, à la succession. Lorsque on donne des conseils, et c'est notre cas aujourd'hui, l'assurance vie, ça a quand même un gros avantage, c'est de permettre de gratifier quelqu'un d'autre en dehors des héritiers dans des conditions fiscales avantageuses. Donc ça, si vous voulez gratifier votre ami, votre petite amie, que sais-je encore, un neveu, une nièce, vous pouvez le faire avec ce système d'assurance vie qui a quand même un gros avantage fiscal, puisque globalement, je fais simple, mais si je mets ça à moins de 70 ans, c'est 150 000 € gratuits. Vous pouvez avoir 100 bénéficiaires pour 15 millions d'euros, et ça sera toujours non taxable. Donc, c'est quand même important. Après, au moment de la succession, effectivement, il faut quand même en parler à votre notaire parce que ça peut avoir une incidence sur le règlement général de la succession. Parce qu'évidemment, si vous avez mis de l'argent avant 70 ans, il n'y a pas de sujet. Et si vous l'avez mis après, il y a une taxe qui est à inclure dans le calcul général des successions. Et puis, dernière chose, je reviens un peu sur ce que je disais, sur le conseil. Le notaire peut vous conseiller justement pour faire en sorte de faire des clauses coût d'humain et pas des clauses brutes de décoffrage. La clause bateau, c'est je désigne mon conjoint comme bénéficiaire ou mes enfants. On peut faire des choses plus subtiles avec des clauses de démembrement de propriété, de l'usufruit, de la nue-propriété, des quasi-usufruits. Vous allez vous endormir si je parle de quasi-usufruit. Mais voilà, on peut très bien avoir l'aide d'un notaire pour faire en sorte que la clause bénéficiaire d'assurance vie soit bien rédigée, qu'elle corresponde aux besoins des héritiers et des bénéficiaires. Et comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on peut aussi désigner le bénéficiaire chez son notaire dans le cadre d'un testament, ce qui permet d'avoir toujours la main.
Bien sûr, vous pouvez déposer vos clauses bénéficiaires chez un notaire, ce qui a l'avantage d'ailleurs d'être certain qu'elles ne se perdront pas, puisque une des missions également du notaire, c'est de faire en sorte que les testaments ou les clauses bénéficiaires d'assurance vie soient mis à nos coffres. Et je rappelle que toutes les dispositions de dernière volonté sont enregistrées dans un fichier national des notaires de France. Donc, on a la responsabilité de conserver ces dispositions. C'est très important parce que si on ne les retrouve pas, elles ne s'appliquent pas. Hein. Donc, oui, on peut tout à fait déposer ces clauses bénéficiaires dans nos études. Alors, une question de Jeanne. Mon père est mort, ma belle-mère vient d'ouvrir la succession. Nous savons qu'ils ont des comptes à l'étranger. Comment demander les comptes bancaires européens existants du défunt? Peut-on réclamer quelque chose sur ces comptes? Alors, comment vous faites? Parce que ce n'est pas facile. Alors là, pour l'étranger, on n'est pas très bien outillé. Autant en France, on a des fichiers qui s'appellent FICOVI, FICOBA, qui permettent d'interroger ce fichier commun bancaire ou ce fichier commun des assurances vie, et on peut avoir comme ça toute l'information. Sur l'étranger, malheureusement, on n'a pas de fichier mondial qui nous permettrait de savoir quel compte vous avez au Qatar, au Canada ou je ne sais où. Donc ça, c'est très difficile. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, devant le notaire, votre belle-mère va prêter serment, comme si c'était devant un tribunal, devant l'officier ministériel que nous sommes, pour dire « je déclare tout et je vous dis que je déclare tout ». Si c'est faux, c'est à la fois une mesure pénale et une mesure civile. Sur le plan pénal, vous pouvez être condamné pénalement, donc c'est quand même lourd, et sur le plan civil, vous pouvez même être condamné à du coup ne plus hériter. Donc il faut aussi je dirais, faire un peu peur à cette belle-mère en disant attention, si tu ne dis pas tout, j'ai regardé, ça pique un peu si on découvre que tu nous as menti. Mais en revanche, bon voilà, donc, pas de fichier mondial, un fichier français et le risque, non pas de la carotte mais du bâton, en disant attention, là, si tu nous mens, et si tu nous caches des choses et si on le découvre, ça peut coûter très cher. Ouais, se faire tirer les oreilles très durement. Alors, une question d'Odile. Est-ce que j'ai des droits sur la succession de la tante de ma mère qui est décédée? Elle était veuve et elle avait un fils veuf sans enfant décédé lui aussi en 1996 après sa mère. Alors, la succession, c'est une succession donc collatérale, hein, ça veut dire que vous hériteriez éventuellement par représentation de votre mère prédécédée. Oui, alors c'est possible, tout dépend de savoir si elle a fait un testament ou pas. Si elle n'a pas fait de testament, la dévolution légale peut faire en sorte que oui, effectivement, vous puissiez avoir une partie de la succession. Donc, c'est possible d'hériter de la tante comme cela, par ricochet de votre mère prédécédée, c'est tout à fait possible, mais il faut se renseigner auprès du notaire de la succession pour savoir si vous avez vocation à hériter. Et puis d'abord, s'il n'y a pas un testament qui a été fait pour gratifier d'autres personnes. Une question de Françoise qui nous dit « Je suis en contact avec un notaire pour une vente d'un terrain de mes grands-parents. J'ai effectué les recherches des héritiers qui sont très complexes. Elle veut absolument prendre un généalogiste, je ne sais pas qui est le « elle », mais on va trouver, et ne veut pas continuer le dossier de succession sans généalogiste. A-t-elle le droit? Donc, on peut imposer un généalogiste, et puis est-ce que c'est est-ce que c'est utile forcément, mais voilà. Alors, le généalogiste intervient très rarement, mais il intervient parfois quand le notaire ne connaît pas effectivement les héritiers ou n'est pas en mesure de retrouver les héritiers. Et ça m'arrive parfois quand vous avez des anciens tuteurs ou curateurs qui sont saisis alors qu'il n'y a pas de famille proche. Ils nous saisissent à ce moment-là en nous disant ben voilà, je vous redonne le bébé et la succession parce que ma mission est terminée. Nous, la plupart du temps, on ne peut pas faire toutes les pages jaunes et aller sur Internet pour faire notre propre enquête comme un enquêteur. Donc là, à ce moment-là, on a une obligation de confier le dossier à un généalogiste qui va lui faire le travail de retrouver les héritiers et puis moyennant quelques subsides, bien sûr, et qui, à ce moment-là, va représenter les héritiers à l'occasion de la succession. Dans le cadre du terrain, bien sûr, si le notaire ne connaît pas les héritiers et tous les propriétaires et n'est pas en mesure de faire un nouveau titre de propriété, ce n'est pas son travail d'aller chercher les héritiers, on ne peut pas. Alors, sauf si, évidemment, on est dans le village et qu'on sait très bien que Madame Dupont, elle avait un tel comme neveu, mais c'est très rare maintenant. Donc, oui, le travail du généalogiste, le généalogiste peut être très utile pour retrouver les héritiers et pour éviter de perdre du temps surtout.
Alors, une intrigue policière. Jeanne vous dit, ma belle-mère aurait retrouvé un testament écrit par mon défunt père à son domicile. Est-il légal et ou recevable? Et peut-on le faire expertiser ou le contester? Alors, le testament dont Jeanne parle, c'est un testament qui est dit holographe, c'est-à-dire qu'il est écrit de la main du testateur. Pour qu'il soit valable, il faut qu'il soit écrit de la main du testateur, daté, signé. Qu'on le retrouve chez un notaire, qu'on le retrouve dans une armoire ou dans une cave, par principe, il est valable. D'accord? Simplement, s'il y a un doute pour savoir si c'est bien lui qui l'a écrit, si lorsqu'il l'a écrit, il était psychologiquement dans son état normal, à ce moment-là, vous pouvez toujours effectivement contester ce testament ou faire vérifier par le tribunal et un expert qui dira oui, c'est bien lui, parce qu'il y a une expertise graphologique qui aura été faite. Ou voilà, donc ça, c'est tout le principe des problèmes des contestations de testament qui peut donner lieu à des contentieux. Mais par principe, s'il est daté, écrit, signé et qu'on le retrouve, il est valable. Alors, c'est une question cette fois-ci de Jean-François. Mon père était titulaire d'une assurance vie dont la clause bénéficiaire indique, mon interlocuteur assureur m'a indiqué qu'il avait besoin de la dévolution successorale signée par l'ensemble des héritiers et validée. Oui, alors, du mal à saisir. Oui, certainement que la clause a dû être rédigée comme les bénéficiaires sont mes héritiers ou mes ayants droit. Et donc, la compagnie d'assurance a besoin de vérifier auprès du notaire qui sont les héritiers ou les ayants droit. Et ça se fait par ce qu'on appelle un acte de notoriété qui est signé par le notaire et qui dit il est de notoriété publique que les héritiers sont un tel, un tel, un tel. Oui, donc oui, ça c'est souvent des demandes des assureurs. D'accord. Donc, voilà, Jean-François a la réponse à sa question. Alors, une question de Flavie. Que se passe-t-il si les deux conjoints ne sont pas d'accord pour changer de régime matrimonial? Là, il s'agit de passer de la communauté légale à la séparation de biens. Alors, souvent, donc, il faut savoir qu'effectivement, quand on fait un contrat de mariage ou quand on n'en fait pas, on peut, au cours de sa vie, décider de changer de régime matrimonial. Le cas classique, c'est je suis marié, j'ai 75 ans, je me dis, tiens, je veux me surprotéger, je veux me protéger, et donc je veux faire en sorte que je puisse permettre à mon conjoint d'être maximum protégé. Donc, il faut passer par un changement de régime matrimonial et refaire à ce moment-là un nouveau contrat chez le notaire qui permettra à ce moment-là d'avoir un nouveau contrat. Maintenant, on ne peut pas imposer. Donc, si dans le cas contraire que vous venez d'évoquer, vous passez de la communauté à la séparation, donc là, c'est plutôt l'inverse. Il faut de toute façon un accord. Et s'il n'y a pas d'accord, eh bien, vous ne pouvez pas forcer l'autre à changer de régime matrimonial. Ça, malheureusement, c'est la liberté du couple de changer de régime matrimonial ou pas. Je crois que j'ai perdu Patrick. Je ne sais pas si je suis toujours en lien avec vous. Et je vais essayer de retrouver du coup vos questions. Voilà, alors il y a Nabil qui pose une question. Des héritiers me posent la question sur leur succession en France, sachant que le défunt est décédé. J'avais perdu Patrick, le revoilà. J'avais repris la main. Pas grave, j'avais repris la main pour faire les deux, mais c'est un peu compliqué. Donc, je vous écoute, Patrick, si vous avez des. Oui, je suis désolé, ça, il y a une coupure, ça arrive quelquefois, et vous voyez qu'un notaire est même capable de faire extraordinaire, qui dépasse très largement le code civil. Alors, vous en étiez à, on en était à, nanana, je suis en train de chercher, écoutez, moi je prends… Alors moi, Patrick, je suis sur le chat aussi, parce que je vois qu'il y a questions et chat, et je vois des questions dans le chat. On va revenir aux questions. Alors, on peut revenir aux questions, mais il y a quelqu'un qui dit divorce par consentement mutuel avec un bien immobilier qui est conservé par l'un des deux époux. Et si les deux époux sont d'accord pour tout partager, les liquidités et les biens immobiliers, oui, quand on peut parler du divorce 2 minutes, c'est que le divorce a été simplifié. Désormais, on peut divorcer lorsqu'on est d'accord. Surtout, il faut que chacun prenne un avocat et puis un notaire quand il y a lieu de partager le patrimoine. À ce moment-là, effectivement, si l'un des époux souhaite reprendre le bien immobilier, c'est tout à fait possible. Mais s'il y a un prêt en cours, par exemple, il faudra demander à la banque qu'elle puisse vous désolidariser si vous n'êtes plus dans le bien immobilier.
Donc ça, c'est une partie qui est à regarder avec la banque. Et puis après, il faudra faire un acte de partage, en fait, un nouveau titre de propriété pour dire que c'est plus à deux, mais c'est seul. Avec des frais qui peuvent ne pas être négligeables parfois. D'accord. Là, vous répondiez, Antoine, à la question. Monique Bedin dans le chat à 18h42. D'accord. Donc, une question de Mohamed qui nous dit « Mon ex-femme décédée, mais la liquidation partage n'a pas été faite de son vivant. Que doit-on faire ?» Votre ex-femme est décédée, la liquidation n'a pas été faite. Quand il dit de son vivant, enfin après son décès, j'imagine. J'imagine, oui. Ben ça, c'est tout le problème des successions qui ne sont pas réglées et qui restent en souffrance. Effectivement, il faut absolument prendre l'initiative de voir un notaire. S'il y a des difficultés pour désigner un notaire ou que le notaire a des difficultés lui-même parce qu'il y a des tensions entre les héritiers, vous pouvez toujours passer ce qu'on appelle par la Chambre des notaires de Paris en faisant désigner un notaire qui sera à ce moment-là, qui aura l'obligation de se mettre le nez dans le dossier et d'essayer de trouver une solution pour régler le dossier. Mais c'est vrai que si on va voir personne ou qu'on ne règle que l'aspect fiscal, ça ne peut pas se régler tout seul. Donc, il faut absolument que le notaire intervienne. Une question de Patricia, c'est une question de cours, qui vous demande qu'est-ce que ça veut dire la convention de quasi-usufruit. Alors, par rapport à l'usufruit. Alors, l'usufruit, c'est le fait de pouvoir conserver la jouissance d'un bien, mais quand l'usufruit se transforme, la maison de campagne dont on parlait tout à l'heure, Patrick, et puis finalement, elle est vendue. Elle est vendue, et puis moi, le postulat, c'est que quand je vous l'ai donné, je vous ai dit, mais moi, vous ne l'aurez que quand je serai mort. Donc, quand on le vend, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Cet usufruit, cette nue-propriété, ça devient sur une somme d'argent. Le quasi-usufruit, c'est le fait de dire, comme vous êtes sympa, Patrick, et que j'ai des besoins, parce que je vais faire le tour du monde, vous allez me laisser à disposition cette somme de 200 000 euros, parce qu'on a fait une petite plus-value, et ces 200 000 euros, je vais les garder moi, votre père, toujours pour faire le tour du monde, parce que j'ai envie de le consommer, et j'ai envie ou alors j'ai besoin, je suis en maison de retraite, j'ai besoin de cet argent. Et Patrick, vous allez à ce moment-là être créancier de moi, de ma succession, au moment de la succession. Concrètement, je décède, j'ai mangé tous ces 200 000 euros, mais il me reste, je ne sais pas, un autre appartement de 300 000 euros dans mon patrimoine au moment de mon décès. Vous allez dire, eh oh, je n'ai pas eu mes 200 000 euros, mon père avait un quasi-usufruit, c'est-à-dire qu'il a tout mangé, je veux absolument me faire payer maintenant. Donc ça, c'est des choses qu'on utilise très souvent et qui permettent d'ailleurs pas mal de souplesse et notamment à l'occasion de donations, etc. Donc, ou de succession. Donc ça, c'est des choses à regarder de près. Ouais. Donc c'est le fait de consommer de l'argent à charge de le restituer après. Vous vous souvenez dans votre jeunesse de cette citation, Antoine, si tu ne veux pas Lagardère ira à toi. Godil est un peu différente, mais elle est de comment trouver le notaire d'une succession. Alors, c'était une difficulté jusqu'à un certain temps, mais depuis quelques années désormais, les notaires qui gèrent la succession, lorsqu'ils signent cette fameuse acte de notoriété pour dire qui sont les héritiers, nous avons désormais l'obligation de prévenir le fichier de l'état civil et vous aurez Monsieur Dupont décédé en 2021 et en dessous, c'est marqué notoriété, donc acte de succession reçu par Maître Rêve. Ce qui fait que c'est en interrogeant le fichier d'état civil que vous allez pouvoir vous rendre compte de savoir qui est le notaire. À ce moment-là, vous allez pouvoir le saisir. C'est une question de Lucas. Bonsoir. Donc, la compagne pacsée du défunt a reçu de sa part l'usufruit de la maison de ce dernier. La compagne a 50% de la maison. Les enfants pensent que cela empiète sur la réserve qui représente les 3/4 du patrimoine et demandent donc à ce que la compagne ne reçoive que 25% de la maison. Est-ce que cette réduction elle est possible? Comment ça se passe? Oui, il a raison. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec le fait qu'on n'est jamais aussi bien protégé en étant marié que pacsé. Pourquoi? Parce que le Pacs dit, vous pouvez vous protéger, vous pouvez faire un Pacs et un testament, mais vous ne pourrez jamais aller au-delà de ce qu'on appelle la quotité disponible. Et effectivement, ce à quoi il fait référence, c'est que si j'ai 2 enfants, il y a une quotité disponible de 1/3. Chaque enfant doit avoir 1/3 du patrimoine. S'il y a 3 enfants, c'est 1/4, etc. Donc, effectivement, il peut y avoir un problème où les enfants, soit mineurs, représentés par leur mère, soit majeurs, diraient bah, « Attendez, vous êtes gentil, vous n'étiez pas mariés, moi j'ai le droit à ma part de réserve tout de suite et je demande à ce que votre legs soit réduit d'autant. » Donc oui, c'est tout à fait possible et c'est un des écueils du Pacs et qui est moins protecteur que le mariage.
Une question de Sophie qui nous dit nous sommes séparés, mon compagnon a quitté l'appartement, il a gardé les clés et quelques affaires personnelles, il a 10% de l'appartement, il réclame un loyer correspondant à ces 10%. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui définit le prix du loyer? Alors là, en fait, ce à quoi elle fait référence, c'est le partage, la liquidation partage de l'indivision et le fait qu'effectivement, il puisse être indemnisé, entre guillemets, de ces 10% si vous voulez mettre fin à cette indivision. Par ailleurs, il est en droit, dans une certaine mesure, de demander des comptes de l'indivision. J'ai payé la taxe foncière, tu as payé les charges de copropriété, tu occupes l'appartement gratuitement, j'ai le droit à 10%. Donc, immédiatement, on peut avoir l'obligation de lui donner ce qu'on appelle une indemnité d'occupation qui est quasiment l'identique d'un loyer. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez logique que quelqu'un qui occupe seul un appartement alors qu'il n'en est propriétaire que de 90 doive, dans une certaine mesure, indemniser l'autre. Tout ça, effectivement, il faut trouver un accord global. Hein. Alors, une question d'Anna qui nous dit ayant la double nationalité, nous nous sommes mariés en Tunisie sous le régime de communauté de biens depuis 1 an. Aujourd'hui, je projette de créer mon entreprise en France. Afin de protéger mon conjoint de mes créanciers personnels, on souhaite passer vers le régime de la séparation de biens. Comment faire? Comment change-t-on de régime? Est-ce qu'on peut changer comme ça au bout d'1 an? Oui, alors pour répondre à la question, la Tunisie, j'ai plus le régime par cœur en tête. Je suis pas certain que ce soit la communauté, mais à vérifier. Si effectivement c'est la communauté ou que vous vous êtes installé en France directement après, ce sera la communauté. Mais oui, on peut changer très vite de changer de régime matrimonial. Alors on va aller passer par le tribunal, etc. C'est fini. Donc c'est très facile de changer de régime matrimonial, surtout quand vous êtes marié depuis peu de temps et qu'il y a eu finalement assez peu d'économies à partager entre vous. Merci Antoine. Alors, une autre question de Frédéric qui vous demande, membre d'une indivision familiale, un des indivisaires est sujet à des troubles mentaux nécessitant régulièrement des hospitalisations. Peut-il donner procuration devant notaire afin de faciliter la signature lorsque nous aurons trouvé un acquéreur? Alors, 2 possibilités. Soit il donne une procuration générale, encore faut-il qu'elle soit certifiée par le notaire, et encore faut-il que le notaire, au moment où il reçoit la signature de cette personne, que cette personne soit en mesure de signer. S'il voit qu'il y a un problème, il ne prendra pas sa signature. Autre solution, on voit qu'il y a vraiment un sujet. Il faut à ce moment-là que cette personne soit mise en mesure de protection, tutelle, curatelle, habilitation familiale. Et à ce moment-là, il est tout à fait possible pour un acte ou plusieurs actes de demander au juge de tutelle de désigner un mandataire pour signer les actes à la place. Une autre question d'Odile qui vous demande comment trouver le notaire d'une succession d'une personne décédée en 1996, car cela n'apparaît pas sur l'acte de décès. Comment fait-on? Alors, on peut éventuellement demander à un notaire d'interroger le fameux fichier central des dernières dispositions. Vous vous rappelez, je vous avais dit que toutes les dispositions testamentaires, dès qu'on ouvre une succession dans une étude de notaire, on interroge ce fichier. Et cette interrogation également, le fait d'avoir interrogé le fichier, elle est mentionnée sur le registre. Ce qui fait que ça pourrait permettre de savoir si un notaire a interrogé, que ce soit à Lille, à Marseille ou en Corse. Et à ce moment-là, on peut peut-être retrouver comme ça le nom du notaire qui aurait réglé la succession. C'est peut-être une voie possible. Antoine, je voudrais qu'on revienne à ce que vous nous disiez au début sur les fondations, l'utilité d'une fondation. Concrètement, vous étiez mon père il y a quelques instants, donc maintenant je suis chef d'entreprise. J'ai une famille, je vais bientôt prendre ma retraite, mais alors le problème c'est que je ne trouve pas de retraite et je ne sais pas comment faire. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire pour à la fois protéger ma famille et puis en même temps optimiser ma succession. Voilà. Alors, bien sûr, alors ça c'est un cas que vous évoquez qui peut arriver et effectivement, la fondation, dans votre cas précis, si vous êtes chef d'entreprise, elle va permettre surtout de donner du sens à votre patrimoine. Vous prenez votre retraite, vous n'avez pas de repreneur et vous vous dites, bon, je vais toucher beaucoup d'argent, c'est très sympa, mais est-ce que je ne vais pas affecter peut-être une partie de ma future prix de vente, prix de cession, à une cause que j'aurais choisie éventuellement en famille. Donc, imaginons que vous soyez sensible sur un sujet de handicap, par exemple, eh bien, vous pouvez, en amont de la cession, c'est-à-dire avant la cession, en N-2, -3, vous allez donner à une fondation que vous allez créer, à votre nom,
et qui s'appelle une fondation abritée. C'est-à-dire que vous allez dans une grosse fondation, vous allez dire, aidez-moi à créer ma propre fondation. Ben, vous allez apporter ces titres qui ne vous font sortir aucun argent, puisque vous allez juste donner une partie des titres de votre société et vous allez donc abonder dans votre fondation. Au moment de la vente, vous allez vendre vos 97% et les 3% vont être vendus, dans mon exemple, par la fondation. Ce qui fait qu'au moment où vous allez prendre votre retraite et que vous allez céder, vous aurez votre propre fondation. Vous allez pouvoir agir dans une cause qui vous est chère, éventuellement en famille. Et donc ça donne du sens, ça donne de l'humain à votre patrimoine et c'est des choses qu'on fait beaucoup. Les fondations peuvent servir également pour les gens qui n'ont pas d'argent. Je vois qu'il y a très peu de temps. Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas d'enfant, il peut passer par une fondation, on l'a peut-être dit tout à l'heure, mais je le redis, il peut passer par une fondation pour affecter vraiment son patrimoine de façon utile. J'avais encore une personne tout à l'heure dans mon bureau qui venait exactement là-dedans et qui dit « je veux faciliter la transmission à mes neveux et nièces et je veux que ça soit le plus efficace pour eux ». Donc, on est passé par une fondation et en plus, elle voulait soutenir une cause très particulière sur le cancer. Donc, voilà, c'est des choses qui font du sens, qui sont efficaces. Et je peux vous dire que quand on ouvre des testaments qui sont mal faits ou des testaments qui sont bien rédigés, à la fois avec le côté juridique et le côté humain, eh bien ces choses sont très différentes. Donc voilà, les fondations, ce n'est pas réservé qu'aux très riches, il faut en parler, soit en montant sa propre fondation, soit en passant par des fondations existantes qui ont d'ailleurs besoin de vous et d'argent, notamment à post-Covid. Bien, merci en tout cas pour toutes ces précisions. Alors Antoine, vous le disiez, on arrive quasiment à la fin de cet entretien. En tout cas, on a répondu à énormément de questions. Enfin, vous avez répondu et un grand merci. On ne peut pas répondre, bien évidemment, parce que les questions arrivent à une vitesse comme vous pouvez l'imaginer. Je veux simplement rappeler deux choses, que ce rendez-vous est mensuel, donc n'hésitez pas à revenir pour poser vos questions au notaire qui se fera un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas non plus d'aller voir votre propre notaire ou d'en prendre un si vous n'en connaissez pas et il y a suffisamment de notaires pour voilà, trouver, j'allais dire, chaussure à son pied, c'est évident. Je rappelle à ce propos, Patrick, que les conseils des notaires sont gratuits et que quand vous poussez la porte d'un notaire, il faut quand même le dire, les conseils, s'ils consacrent une demi-heure, une heure avec vous, c'est gratuit. Donc, vraiment, il ne faut pas s'en passer. Absolument. Donc, n'hésitez pas à franchir la porte d'une étude. Je voulais aussi rappeler le site internet des notaires du grandparis.fr. Je vous conseille d'y aller parce que c'est une mine d'actualité. Par exemple, il y a eu le salon du mariage et ça permettait à de nombreuses personnes de poser des questions aux notaires qui étaient présents et qui réalisent des consultations gratuites à cette occasion. Il y a bientôt le salon de l'immobilier. Vous allez trouver les dates, les études, la carte des prix de l'immobilier, etc. Tout cela sur ce site, c'est à votre disposition. Il ne faut pas hésiter à vous y rendre et le site est bien évidemment parfaitement fiable et mis à jour très régulièrement. Donc, il est fait pour vous, utilisez-le et vous aurez déjà une mine de renseignements particulièrement riche et intéressante. Voilà, et bien, on est arrivé pile à la fin de cet entretien. Merci à tous ceux qui ont posé, et à toutes celles surtout, qui ont posé des questions. J'espère que les réponses vous ont satisfait. C'est toujours difficile, je trouve, et merci au notaire, de répondre sans avoir la personne et de poser des questions complémentaires. Et donc, n'hésitez pas à aller voir votre notaire ou pour, si vous avez besoin d'affiner, etc., c'est ce qu'il faut faire, bien évidemment. Rien ne remplace le B2B, comme on dit maintenant. Exactement. Absolument. Donc, un grand merci à vous. Toi, merci Maître Hurel, donc. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour notre prochaine ConfNote. Encore merci et bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous.